We'll go ahead and get started now. Welcome everyone to this webinar on digital platforms. My name is Megan Bishop and I'm the team leader for the Wish for Results project. And we're co-hosting today's webinar with the IBP task team on family planning and reproductive health and COVID-19. So I'll just start with some logistics. First, I want to let everyone know that the webinar is being recorded and will be made available for others to view and listen after this. I also want you all to know that French translation is available. If you'd like to listen in French, please click the globe icon at the En bottom. français, cliquez sur l'icône globe qui se trouve en bas de votre écran et choisissez French. Et enfin, utilisez pendant tout le webinaire la fonction de chat pour partager vos réflexions, vos questions et que vous pourrez poser pendant la partie questions-réponses. Nous avons réservé une partie importante pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas à soumettre vos questions lorsqu'elles vous viendront. Nous les examinerons à la fin. Comme je l'ai dit, je suis le responsable de l'équipe de Wish for Results. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'observateur tiers pour le projet sur la santé sexuelle intégrée pour les femmes qui est financé par FCDE, connu sous le nom de WISH, et qui se concentre sur les femmes, en particulier les plus vulnérables et les moins desservies, avec des services de santé reproductive de planification. Avec nos partenaires WISH, MSI Reproductive Health et l'IPPF, nous avons juste publié un rapport se concentrant sur la manière dont les organisations de santé reproductive se sont adaptées aux approches numériques à la pandémie du COVID-19. Nos panélistes d'aujourd'hui vont vous parler de leur expérience. Je vous encourage à lire les 3 rapports de notre série qui se concentrent sur l'adaptation des programmes sur la santé sexuelle et reproductive dans le contexte de la COVID-19. Et mes collègues seront là pour vous aider. Notre séminaire va se concentrer aujourd'hui sur les plateformes numériques qui sont une partie intégrante de l'information et de la prestation de services de santé pendant la pandémie. Nous utilisons la technologie numérique dans le domaine de la santé de plus en plus depuis une dizaine d'années, mais la pandémie a provoqué une accélération de ce développement, y compris celui de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes et l'adaptation de celles qui existent. La technologie numérique est utilisée pour faire face aux défis en termes d'offres et de demandes dans la planification familiale et la santé reproductive, de la formation au soutien des prestataires de santé, à la promotion des services de santé et à la fourniture aux clients d'informations, de services de conseil psychologique et de liens pour des services en personne. Nous allons maintenant regarder l'ordre du jour. Je vais vous dire ce que nous allons examiner pendant le webinaire d'aujourd'hui. Les questions principales que nous allons examiner consistent à déterminer pourquoi et comment l'adaptation numérique au programme de planification familiale et de santé reproductive se développe dans le contexte de la COVID-19, comment saisir les éléments de preuve émergents pour des directives ultérieures, qui a tiré parti de l'utilisation accélérée des interventions numériques, qui ne l'a pas été, et comment protéger les utilisateurs, et quelles sont les conséquences de cette révolution numérique inattendue. Où allons-nous pour examiner ces questions? Nous allons tout d'abord entendre Tigges Tamrat, un responsable technique de l'Organisation mondiale de la santé, qui va résumer les directives actuelles en matière d'utilisation des plateformes numériques pour la santé reproductive et la planification familiale. Nous entendrons ensuite Rachel Misra, conseiller marketing principal pour le numérique et la santé et de MSI Reproductive Choice, qui examinera son expérience et présentera son expérience d'utilisation de différentes plateformes numériques et examinera les questions de la portée et équitable. Nous entendrons ensuite Katira Abdi Wahab Ahmed, responsable technique de WISH à l'Association de planification familiale du Soudan, qui partagera son expérience d'un centre d'appel numérique mis en place pendant la pandémie. Et enfin, Lola Flamen, consultant technique de formation à PSI, et sa collègue Mili Kagwa, principal conseiller technique, Vidi Vaira, spécialiste du marketing numérique, Bill
Rebecca, responsable principale après apprentissage technique. Et nous allons commencer par ce petit sondage. Comment avez-vous utilisé la technologie numérique à l'appui du maintien des programmes de santé reproductive et de planification familiale pendant la pandémie de COVID-19? Et quelles sont les plateformes que vous avez utilisées le plus pendant la pandémie? Je vais vous donner quelques minutes pour répondre à ces questions. Je crois que nous avons quelques difficultés techniques avec ce sondage. La première question est un QCM, plusieurs options, et la deuxième consiste à simplement donner le nom des plateformes. Je commence à voir les résultats apparaître. C'est intéressant. Il semble que dans le cas de la première question, les gens utilisent la fourniture numérique d'informations aux clients. C'est leur principale utilisation des technologies. Pour la deuxième question, quelles sont les plateformes numériques le plus utilisées? Merci à tous de votre participation. Nous reviendrons sur ceci lors de la séance de questions-réponses. Je vais maintenant donner la parole aux membres de notre panel. Tous les participants sont invités à utiliser la chat, mais nous allons commencer par Tigest à l'OMS. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici avec les autres experts pour parler des moyens que les technologies numériques ont passé au premier plan pendant la pandémie de la COVID-19. Nous allons essayer de voir les moyens que nous avons utilisé la technologie pour assurer l'accès aux services essentiels. En fait, je vais parler un peu plus des ressources et des directives qui ont été développées juste avant le début de la pandémie en 2019, avec l'élaboration des directives de l'OMS sur les interventions sanitaires numériques. Nous avons essayé de voir des points salients des technologies numériques et comment nous pouvons les utiliser pour renforcer la prestation des services des systèmes sanitaires. Nous avons essayé de développer des recommandations avec le processus rigoureux du développement des directives. Avec ces directives et les recommandations sur les interventions numériques sanitaires a été publié en avril 2019. C'était une très bonne année avant la pandémie a commencé. Ce rapport est disponible au lien. Les objectifs de ces directives étaient d'examiner les preuves ou les données probantes pour les interventions numériques sanitaires. Mais les technologies numériques n'avaient pas les mêmes soutiens politiques et ni le même niveau d'utilisation que maintenant. Je pense que la COVID-19 et la pandémie nous a vraiment forcé à accepter les technologies, non seulement pour les systèmes sanitaires, mais aussi pour le travail et l'école. Il y a des questions des
notification de stockage, mais aussi la gestion des biens. Le suivi visuel, d'avoir un dossier médical pour suivre des clients différents ou même des soutiens visuels pour essayer à identifier, pour suivre les femmes enceintes. Voilà toute une gamme des interventions numériques. Bien sûr, tout cela doit être basé sur les stratégies, la législation, une infrastructure des travailleurs qualifiés. Il y a aussi des fonctionnalités et les interventions numériques. Nous avons vu qu'il y a de bonnes données probantes qui montrent, qui soutiennent les questions de faisabilité, de la mise en œuvre, l'acceptabilité, les considérations et les questions de genre et d'équité. Je vais parler de quelque chose qui est devenu très populaire pendant la pandémie, qui est la télémédecine client-prestataire. C'est quelque chose que l'OMS a recommandé en 2019. Cela complète, cela ne remplace pas la prestation des services sanitaires en face à face. Il y avait des considérations de la main-d'œuvre sanitaire. Nous savons qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à ce monde virtuel. Il y a des personnes qui n'ont pas accès aux appareils numériques pour utiliser des services de télémédecine. Il y a aussi des questions par rapport aux handicaps des personnes ayant des déficiences auditives ou visuelles, peut-être ne peuvent pas utiliser les services comme les services physiques. Il y avait aussi des questions par rapport à la sécurité des patients ainsi que la traçabilité des patients. Et aussi, s'il y avait une interaction, il faut documenter et suivre ce que l'agent de santé a dit. Il faut aussi noter qui a fourni quel service. Il faut prendre en compte les protections pour les clients ainsi que leur accès aux services. Voilà quelques considérations avec ces données probantes qualitatives. Il y a des questions par rapport au cadre juridique. Dans quelques cas, nous avons vu la télémédecine interjuridictionnelle. Quelqu'un dans un pays voulait des soins ou des services de quelqu'un dans un autre pays. Alors, quel sera le cadre juridique s'il y avait des problèmes ou un accident et comment documenter toutes ces informations? Quels sont les accords qu'il faut appliquer dans ces circonstances? Il faut préciser ce qui peut être fait avec les consultations à distance et ce qui mérite une, une consultation en clinique. Il y avait quelques questions par rapport à la responsabilité. Si, par exemple, un agent de santé ne pouvait pas faire un examen physique complet, comment peut-on vraiment évaluer un patient? Il y avait quelques questions par rapport aux inconvénients des services de télémédecine. Ce n'était pas formulé avec l'idée d'une pandémie complète partout dans le monde, mais il est toujours important de comprendre ce qui mérite un contact physique et qu'est-ce qu'on peut continuer à suivre et faire avec des connexions à distance. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut continuer à examiner et il faut comprendre quelles expériences ont vraiment fonctionné et où est-ce que nous avons toujours besoin d'un contact physique, surtout dans le contexte sanitaire où il peut y avoir des symptômes ou des choses qu'un client ne sait pas qu'il faut expliquer à l'agent de santé. Il y a aussi des problèmes de l'infrastructure de réseau et des questions d'électricité, par exemple, qui peuvent limiter l'évaluation des agents de santé. Je pense que dans le contexte de la planification familiale, c'est peut-être un peu plus direct. On n'a pas besoin d'un examen physique, mais il y a d'autres endroits comme les soins prénataux où il faut peut-être faire une évaluation complète. Il faut comprendre les réglementations, les questions de responsabilité,
les structures des frais? Est-ce que les assurances peuvent toujours payer ces soins ou est-ce qu'il y a un mécanisme différent dans un pays? Il faut aussi documenter et suivre les consultations du passé. Il y avait aussi des considérations par rapport à la formation. Il fallait être sûr qu'il y avait une formation adéquate et que la technologie n'empêche pas la relation entre le client et l'agent de santé, surtout dans des endroits avec une manque d'infrastructure, où il peut y avoir des perturbations et des problèmes de connectivité. Il faut que les agents de santé soient capables d'utiliser leur propre jugement dans ce contexte qui a changé. Les agents de santé doivent avoir la capacité d'utiliser leurs propres compétences, leur propre jugement dans ce nouvel environnement. Je voulais mettre un accent sur la co-création pour être sûr que les agents de santé font partie de ce processus de création, la planification, la conception, la mise en œuvre, non seulement pour la réglementation, mais aussi pour la question du fonctionnement des services. Pour ceux qui peuvent entrer en contact avec leur agent de santé, peut-être les agents de santé auront les heures où ils ne veulent pas être contactés. Comment gérer tout cela? Je pense que les agents de santé disaient qu'ils étaient au début débordés, mais je pense que nous pouvons tous comprendre cela avec le télétravail, par exemple. Voilà une recommandation. Il y avait un processus en parallèle avec les questions de communication entre les prestataires. Ce n'était pas vraiment une question des clients, mais les agents de santé voulaient, par exemple, avoir une deuxième opinion d'une autre ressource. Il y avait des recommandations par rapport à la communication avec les clients pour être capable de fournir des messages. Ou même, on pourrait utiliser un serveur vocal interactif ou des services en ligne pour des personnes pour accéder à certains soins. Il y a des contacts dans des situations sensibles. Il y a des groupes vulnérables qui ont besoin de ces informations, mais qui doivent être capables de contrôler ou de ne plus recevoir ces informations. Sur les plateformes numériques, il y a eu des directives pour la préservation des soins de santé essentiels. Voilà quelques informations du document. J'aimerais aussi parler des éléments opérationnels et des directives opérationnelles. Il y avait des directives qui ont été publiées en octobre 2020 qui parlent de la mise en œuvre des activités numériques. Il faut les mettre en œuvre d'une façon qui peuvent être intégrées avec le programme national de santé. Les initiatives limitées, je pense que cela va représenter un grand défi. Il faut parler des prochaines étapes pour ces initiatives, comment assurer la pérennité de ces initiatives, comment les faire, les intégrer dans un système national. Donc, le guide pour la mise en œuvre des investissements numériques, ou le DIG, est un processus à plusieurs étapes. Il y a un grand processus pour le développement des limitations ou le développement des interventions sanitaires numériques. Il faut évaluer le plan actuel. Il faut essayer de trouver des liens avec l'architecture en grand. Il y a d'autres initiatives qui existent déjà. Il faut définir le contenu sanitaire de votre programme. Le guide reconnaît qu'il y a un processus énorme et ce guide est axé sur 3 étapes sur 7. Mais je voulais tout simplement dire qu'il y a des limitations numériques
qui existent pour la plupart à cause des approches ad hoc. Mais nous nous intéressons à voir s'il peut y avoir un processus systématique. Avec cela, il y aura un cadre organisé où vous pouvez identifier les parties prenantes, les priorités, le contexte du programme, les outils numériques, les points communs avec d'autres mises en œuvre. Et comme ça, il n'y aura pas des services différents de télémédecine, comme par exemple 10 programmes différents, quand vous pouvez peut-être utiliser seulement un service pour tout couvrir. Il faut aussi développer un plan d'exécution budgétaire qui peut être utilisé pour les bailleurs de fonds et d'autres investissements. Je pense que je vais juste continuer pour parler des nouvelles initiatives. Il y a ceux qui existent et nous savons qu'il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup d'intérêts dans le domaine de la santé numérique. Comment peuvent ces mises en œuvre contribuer aux directives? Je voulais établir des paramètres, des directives de l'OMS. Si les personnes peuvent commencer à faire la collecte des données sur l'efficacité, je sais que ça peut être difficile à cause de la pandémie, ou peut-être il n'y a pas de groupe témoin, par exemple, mais c'est vraiment une question de nécessité. Il peut y avoir des données probantes que vous collectez par l'acceptabilité. Si les personnes acceptent, s'il y a des défis, s'il y a des questions de faisabilité, quelles sont les ressources qui sont impliquées, quelles sont les obligations de l'infrastructure, les obligations de formation. Voilà tout ce qui peut être impliqué dans le développement d'une recommandation. Pour comprendre l'utilisation des ressources, il faut trouver des meilleures options. Quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour la mise en œuvre? Quelles sont les incidences sur l'égalité entre les genres et les droits? Il faut continuer à favoriser l'égalité et les droits pour faire cette collecte d'informations. Je serai contente de continuer à discuter avec vous sur les méthodes rigoureuses de la collecte des données probantes, mais aussi des paramètres. Les informations sur l'efficacité de ces paramètres contribuent au développement des directives et des recommandations. Nous encourageons des personnes à documenter le plus possible. Avec toute la richesse qui se passe et pour les mises en œuvre futures, nous aimerions mieux capter tout ce que vous avez appris. J'aimerais terminer ici et j'attends avec intérêt d'entendre des autres qui sont impliqués dans la mise en œuvre sur le terrain et j'attends avec intérêt cette discussion. Merci. Merci infiniment. Merci Tigas de cette excellente présentation. Nous allons maintenant écouter Rachel Misra qui va nous parler de l'expérience de MSI en utilisant les plateformes numériques. La présentation de Rachel a également été préenregistrée, mais en raison d'un problème audio, elle sera également parmi nous. Je lui donne la parole. Bonjour à tous, je suis Rachel Misra, je travaille pour Mictadot Choices. Je vais essayer de répondre aux différentes questions, des obstacles numériques, des réactions numériques aux obstacles qui sont nés de la COVID-19. D'un seul coup, des clients ne pouvaient plus travailler, ne pouvaient plus aller voir leur accès à leurs prestataires de services. Et ils ont dû trouver des solutions. Donc, ce que nous avons mis en place est une série d'actions. La perte des réseaux habituels avec les amis et les écoles donc de notre site web, nous avons veillé à ce que le contenu soit à jour, que nous répondions à tout ce qui était transmis sur toutes les différentes plateformes et nous avons veillé à une mise à jour régulière de notre site web pour répondre à toutes les questions possibles avec les nouveaux projets, une simplification. Au niveau des médias sociaux, nous avons créé davantage de contenu et nous avons procédé à un renforcement des capacités pour permettre aux gens de se servir des instruments dont ils ont besoin. Dans l'ensemble du site web, nous avons vu une augmentation de 100%
de la circulation sur notre site web pour les sites de services du début à la fin de l'année. Et cela continue. Donc, nous continuons à mettre à jour les informations qui sont à fournir et comment aider à obtenir les services. Deuxièmement, les gens ne peuvent plus téléphoner à MSI sans qu'il y ait quelqu'un chez eux qui les entende. Donc, nous avons amélioré notre plateforme de chat pour permettre des messages sur les plateformes sociales qui soient plus discrets, la création de réponses type pour répondre aux questions les plus fréquemment posées. Nous avons envoyé des réponses sur différentes plateformes médiatiques en PDF, en vidéo, en images. Nous avons procédé à une promotion active des outils à l'intérieur du secteur, par exemple le chatbot de l'OMS C19 qui a permis de décupler l'effet de la révolution numérique pour d'autres. Donc, en raison des obstacles, mais aussi en raison du travail que nous faisons, nous avons vu une augmentation très importante des messages sur les médias sociaux pour Q1 à environ 40 000 messages pour le deuxième trimestre, pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres, environ 85 000 messages par mois. Donc, c'est une augmentation considérable. Les clients qui ne pouvaient pas se rendre dans les dispensaires en raison des restrictions dues au confinement, eh bien, nous avons organisé une prestation de services à distance pour la télémédecine, par exemple, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Nous avons rapidement mis en place des services de télémédecine pour continuer à fournir ces services pendant le confinement du C19 dans des pays tels que le Ghana et l'Inde. Normalement, nous avons mobilisé des financements pour les projets pilotes de télémédecine. Nous avons également fait tout ce que nous avons pu pour combler les lacunes pour ceux qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. En Ouganda, nous avons travaillé avec Safe Boda pour la fourniture de services de planification familiale et de contraception d'urgence à nos clientes. Nous avons également facilité la livraison de produits pour la santé sexuelle et reproductive chaque fois que cela est possible. Pour vous donner une idée, jusqu'en avril 2020, l'Afrique du Sud a mis en place un service de livraison à distance avec 84 consultations le premier mois en avril 2020, qui est passé à 741 consultations en jusqu'à janvier 2021. Enfin, les gens qui craignaient de se rendre dans un dispensaire parce qu'ils pensaient que ce n'était pas sûr, ils craignaient d'attraper la COVID. Donc, pour la prise de rendez-vous, nous voulons bien sûr protéger les clientes venant dans les dispensaires. Nous avons veillé à ce que les gens soient vus précédemment. C'est notre objectif à long terme. Et qu'il était essentiel d'espacer les clients pendant la pandémie de COVID-19, des solutions rapides avec la mise en place de calendriers sur Outlook ou de tableurs Excel pour la prise de rendez-vous. Nous les avons mis en place dans 9 pays et cela a permis d'espacer les visites des clients pendant la pandémie. Cela nous a aidés à informer un futur plus robuste pour la prise de rendez-vous dans le système. Il fallait nous assurer que les sociétés étaient équitables, en particulier pour la télémédecine. Et je vais terminer sur le dernier point parce que mon enregistrement s'est interrompu. Je voulais simplement ajouter qu'il ne nous sera pas possible de toucher tous les segments de la population. Dans le cas de la télémédecine en Afrique du Sud, il y a une portée limitée étant donné les distances et les coûts des livraisons, mais nous avons commencé à réfléchir à une solution d'exclusion pour voir qui n'était pas desservi, pour nous assurer que nous accordions le temps voulu à une solution qui permettrait de ne laisser personne à l'écart. Je vous remercie.
Merci, Rachel. Fascinant. Fascinant. Nous allons maintenant entendre Katira de l'IPPF-MA. Bonjour à tous. Bonjour à tous nos collègues qui se joignent à nous du monde entier. Bienvenue. Je suis Victoria Katira du Soudan. Je viens du Conseil de spécialisation médicale du Soudan. J'ai le grand plaisir de me joindre à cette séance aujourd'hui pour vous faire part de l'expérience de notre groupe pour la mise en place d'un centre d'appel en réponse à la pandémie de COVID-19. Ce centre a été établi avec essentiellement le soutien de programmes de services de santé sexuelle pour les femmes de WISH Action. Je vais commencer pour parler du contexte du contexte soudanais et de la situation pour la COVID-19. Le Soudan est un pays de grande diversité qui traverse une transition. Il y a une grande diversité linguistique, démographique. La population est de plus de 43 millions. Le taux de mortalité maternelle est l'un des plus forts de la région et 45% de la population vivrait en dessous du seuil de pauvreté. La population, 20% de la population est touchée et vit en dessous du seuil de pauvreté. Il est intéressant de noter que 73,8% environ de la population est propriétaire de téléphone. Pour ce qui est du taux de mortalité maternelle, c'est l'un des plus élevés de la région, je l'ai dit. Et il y a beaucoup de carences en termes de fourniture de services reproductifs. Le Soudan est un pays qui traverse des changements radicaux à la suite du conflit, la pauvreté, le développement et les sanctions économiques. Tout ceci a eu un impact sur le Soudan qui en fait un cas exceptionnel dans le contexte de la COVID-19. En ce qui concerne la situation de la COVID-19, aujourd'hui, le Soudan a 29 765 cas positifs et 1839 décès. Ces chiffres, toutefois, sont sans doute sous-représentés, ce pour différentes raisons, manque de tests en particulier. Donc, nous avons une situation très difficile et il faut veiller à accroître l'accessibilité et l'efficacité des services de santé sexuelle et reproductive. Le SFPA et le programme de Wish to Action ont été établis en 1965. Le SFPA a une présence dans 13 des 18 États du Soudan et travaille sur des plans pour inclure d'autres États soudanais dans un proche avenir. Grâce à nos programmes et nos réseaux, il nous est possible de toucher une vaste population de la population soudanaise avec des services de santé sexuelle et reproductive, mais nous n'avons pas pu en fournir partout et nous avons établi donc ce centre d'appel. Dans l'ensemble, l'objectif était de réduire au minimum l'impact de la pandémie sur la prestation de services de santé sexuelle et reproductive et de trouver d'autres options pour atteindre les clientes de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive à cause des problèmes de confinement. Les objectifs spécifiques étaient de permettre de continuer l'accès et l'utilisation aux services de santé sexuelle et reproductive pendant la pandémie pour s'assurer que les groupes vulnérables qui n'ont pas forcément accès aux services de santé statiques, y compris les gens vivant avec le sida, les gens dans les régions isolées et les nomades puissent obtenir ces services et répondre aux urgences qui peuvent se produire en offrant des services d'aiguillage et de conseils psychologiques, continuer à répondre aux problèmes de violence sexuelle en fournissant des services de conseil et continuer à répondre aux objectifs du programme, en particulier notre population principales qui sont les jeunes, les adolescents et ceux qui vivent dans la pauvreté. Nous travaillons avec différentes ONG
pour travailler avec nous dans les États où nous n'avons pas de présence. Nous savons quels sont les dispensaires qui continuent à rester ouverts pendant la pandémie, ce qui est important pour les aiguillages. Nous avons recruté davantage de personnes pour les services de gynécologie, des consultants et des médecins généralistes. Il s'agit d'experts, mais à qui nous avons fourni une formation supplémentaire sur la technologie numérique, l'efficacité des communications et la fourniture de services conseils à distance. Nous avons organisé donc une formation du personnel du service d'appel et aux prestataires de services. Nous avons travaillé avec la plus grosse société téléphonique du Soudan qui envoie les appels vers le centre d'appel. La participation des dirigeants communautaires a été extrêmement importante. Les gens ont pu distribuer des téléphones portables lorsqu'ils n'en avaient pas à leur disposition. Cela a permis de leur donner accès aux services de communication, et même s'il y avait un problème au niveau de la communication en langue arabe. Nous avons une appli qui est utilisable depuis le début. Notre idée était d'avoir des mesures, par exemple, pour avoir un service de rétro-information pour pouvoir faire des rapports sur la rapidité et l'efficacité des centres d'appel. Cela a été très important pour nous permettre de comprendre l'impact de ces interventions. Nous avons eu un grand nombre d'interventions à différents niveaux avec les rapports qui sont fournis par les différents prestataires de services. En termes de fonctionnement du centre d'appel, nous semblons avoir un problème technique. Nous avons veillé à ce que nous puissions utiliser également les dispensaires du ministère. Nous pouvions aiguiller nos clients ou leur permettre d'obtenir les résultats des services fournis en laboratoire. Les résultats du centre d'appel, nombre total d'appels reçus est de 89 000, nombre total de services fournis 9 900, les bénéficiaires des services 6 900, le nombre total d'ordonnances 2600 et d'études requises 3400. Les résultats du centre ont permis de voir quelle était grosso modo la situation, les performances. L'essentiel était des femmes, des personnes appelant étaient des femmes de plus de 25 ans. 45%, 37% avaient de 20 à 24 ans et 18% avaient moins de 20 ans. Les services les plus importants concernaient les soins. Enfin, en ce qui concerne l'expérience dans son ensemble, la réaction a été positive de la part des communautés, des partenaires et des prestataires, et nous avons la possibilité d'avoir une perspective globale de l'utilité de ces centres, et nous avons des plans pour les élargir et fournir un centre d'appel, de créer un autre centre d'appel en collaboration avec les principales parties prenantes. Nous avons parlé aussi du manque d'équipements de protection personnelle, des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement et les problèmes que nous avons à trouver suffisamment de personnel pour gérer le centre d'appel. Nous essayons de trouver des solutions à ces problèmes. Nous avons en particulier le cas des personnes qui vivent avec le VIH-Sida et le stigmate qui est associé. Généralement, la majorité des femmes qui ont des problèmes dans l'obtention de contraceptifs ont tendance à cesser d'utiliser la planification familiale, mais les femmes qui appellent le centre d'appel ont plus tendance à accepter d'autres options. Donc, nous voulons continuer à promouvoir l'aiguillage vers le centre d'appel et nous essayons de voir comment toucher les populations les plus isolées, comment faire part de notre expérience avec autrui
et continuer à fournir les services malgré la pandémie de COVID-19. Nous continuerons à faire la promotion de ce centre d'appel pour toucher d'autres populations et partager notre expérience avec les autres. Nous avons également mis au point une appli mobile. Ce centre d'appel est quelque chose de remarquable, certes, mais il existe des défis, des difficultés, je l'ai dit, le problème de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, le manque d'équipements, de protection personnelle et de personnel. Voici qui m'amène à la fin de mon exposé. J'espère qu'il vous aura été utile. Je remercie les participants et je suis prête à répondre à toute question que vous pourriez avoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent dans la boîte chat. Continuez à mettre vos questions là-bas. Et maintenant, pour notre dernier panéliste, je vais demander à Milikagwa de présenter les expériences de PSI avec les technologies numériques. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Milikagwa. Je suis associée à PSI. Je vais parler de quelques exemples des adaptations numériques à travers des programmes PSI. Nous avons essayé de répondre aux besoins de nos clients pendant la pandémie COVID-19. Aujourd'hui, nous allons diviser cette présentation en 4 parties. Nous allons prendre un moment pour parler du contexte, de l'adaptation des approches de suivi pendant la COVID-19. Nous allons aussi parler de la numérisation des programmes pour l'équité de la planification familiale au Nigeria et au Kenya. Nous allons parler de l'exemple de sensibilisation des jeunes avec le programme A360. Nous allons aussi parler des programmes pour le DECIP au Kenya. Nous allons parler de la numérisation des engagements du secteur privé en Inde avec les adaptations de l'entreprise sociale. Nous allons aussi parler de la continuité des adaptations dans les programmes du PSI. Donc, parlons du contexte. Les résultats pour les solutions à l'échelle, pour les adaptations du suivi, des programmes de suivi pendant la pandémie. Nous avons soutenu les activités de nos partenaires. Tout cela a été mis en œuvre par les programmes pays du PSI. Nous avons regardé la méthodologie entre mai et novembre 2020 et chaque mois, nous avons recueilli les données des documentations et nous avons aussi soutenu les activités de suivi. Donc, parlons de la sensibilisation des jeunes avec les messages sur la planification familiale au Nigeria avec le programme A360. Cela sera présenté par Joy Aidé. Elle est spécialiste des communications numériques au site pour la santé familiale. Je m'appelle Joydi, je travaille sur le projet d'amplification A360. Je travaille avec les communications et les solutions numériques. Ce matin, je suis là pour vous parler de comment nous avons sensibilisé les jeunes au Nigeria avec le projet A360. A360 existait entre 2016 et 2020. Nous avons ciblé les jeunes avec la création de la demande pour l'APF et aussi la prestation des services. Pour la création de la demande, nous avons utilisé un cours pour les compétences pour la vie, l'amour et la santé. Nous avons ciblé les femmes adolescentes mariées. Nous avons fourni des méthodes de planification familiale gratuites avec des facilités publiques. Chaque partenaire, on travaille avec cette structure et nous avons utilisé un modèle en forme de réseau d'étoiles. Quand la COVID-19 est arrivée, le grand défi était qu'il y avait des restrictions de déplacement, le confinement et aussi les perturbations d'accès aux informations et d'accès aux services.
Cela a en fait baissé la demande pour les services de planification familiale parmi les jeunes au Nigeria. Nous avons cherché des occasions de profiter de cette situation. Nous avons cherché comment adapter et comment continuer à servir les jeunes au Nigeria. D'abord, nous avons regardé la page Facebook. Nous avons lancé une campagne là-bas pour sensibiliser les jeunes avec les informations sur la planification familiale et les informations sur la COVID-19. Les cours des compétences de la vie, l'amour et la santé qui étaient avant en présentiel ont été numérisés aussi. Nous avons tout déplacé sur WhatsApp et nous avons créé des groupes WhatsApp pour les jeunes pour apprendre et avoir accès aux informations sur la planification familiale et la COVID-19. Donc, pour la campagne sur Facebook, avec la promotion, nous avons élargi notre rayonnement. La communauté en ligne a été élargie. Nous avons pu toucher plus de jeunes et fournir à plus de jeunes des informations sur la planification familiale et la COVID-19. Nous avons tissé des liens entre des jeunes qui s'intéressaient aux services et les facilités ou les prestataires qui ont aussi fait partie de ce groupe sur WhatsApp pour plus d'engagement. Le groupe WhatsApp est aussi une plateforme. Les jeunes peuvent avoir accès aux informations sur la planification familiale, les compétences de vie et les informations sur les compétences pour les relations, ainsi que pour la santé. Nous avons vu une augmentation d'accès aux jeunes, l'accès des jeunes aux informations, ainsi qu'une augmentation de la visibilité du projet et des interventions. Voilà quelques adaptations que nous avons faites pendant la COVID-19. Merci. Merci, Joy. Et maintenant, nous allons parler de comment DECIP a garanti l'accès aux jeunes, aux femmes et aux femmes ayant des handicaps au Kenya. Cela sera présenté par Bill Okada. Prochaine diapositive. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bill Okaka. Je suis le directeur de prêt à DECIP, qui est fondé par le département du développement international. Pour cette adaptation, nous regardons comment nous avons géré et protéger, conserver l'accès à la planification familiale pour les femmes ayant des handicaps au Kenya. DECIP a beaucoup appris pendant la période de la COVID-19. Depuis 2019, le DECIP continue à cibler des jeunes, des femmes en zone rurale et des femmes ayant des handicaps. Nous avons utilisé des modèles de prestation des services adaptifs et des formations, ainsi que l'inclusion. Le DECIP a plusieurs défis. Tout ça à cause des deux choses, la distanciation sociale et une baisse de demande pour les services de planification familiale. J'aimerais expliquer. La distanciation sociale était une approche du gouvernement pour réduire la propagation de la COVID-19. Cela a un effet sur l'approche de DECIP pour la prestation des informations de la planification sur la planification familiale. Quand on parle des dialogues dans les communautés, nous parlons des femmes qui sont dans une salle de classe ou sous un arbre ou un endroit où il y aura beaucoup de personnes. Ce serait difficile de garder la distance d'1,5 mètre entre des personnes. Il y avait aussi un manque d'accès aux équipements de protection personnelle, comme les masques. Donc, nous avons changé l'environnement. La distanciation sociale a créé une baisse de demande pour les services de planification familiale parce que les femmes avaient peur d'être atteintes de COVID dans les facilités sanitaires. Donc, nous avons été obligés de changer nos méthodes de prestation de services, surtout après que nous avons eu des premiers cas confirmés dans le pays. La COVID représentait une occasion de regarder les adaptations numériques et nous l'avons fait. Les formations virtuelles
ont aidé avec l'inclusion des personnes ayant des handicaps. Nous avons aussi utilisé la mobilisation des jeunes avec les réseaux sociaux. La formation virtuelle pour la fourniture des services de planification familiale est importante pour les programmes. Cela aide à élargir notre rayonnement, ça nous aide à entrer en contact avec notre public cible. Et même les personnes ayant des handicaps et des besoins pour la planification familiale, nous avons pu fournir ces formations via Zoom. C'était très bien en fait parce que nous avons eu accès à 225 personnes avec cela. Et après, nous avons pu regarder la mise en œuvre de ces programmes. La formation regarde les événements clés, comme par exemple l'inclusion sociale, l'oppression, les stéréotypes, la discrimination, le sexisme, le racisme et l'exclusion. Nous focalisons aussi sur la nature systémique des inégalités et le besoin de s'attaquer au statu quo. Donc, avec cette formation virtuelle, plusieurs prestataires ont pu effectuer des changements dans des facilités, comme par exemple, nous avons des toilettes qui sont accessibles aux personnes ayant des handicaps et des autres changements dans l'infrastructure. Pour la mobilisation des jeunes et l'utilisation des réseaux sociaux, nous avons focalisé sur Facebook. Nous avons voulu parler avec le plus de personnes possible où il n'y avait pas de connectivité ou des problèmes de connectivité, des fluctuations de connectivité ou des problèmes d'électricité. Nous avons voulu être en contact avec ces personnes aussi. Nous avons essayé de contacter des personnes utilisant des plateformes SMS, ce qui marche mieux comme réseau et dans notre pays. Nous avons essayé de trouver des liens entre des jeunes et les mettre en contact avec les facilités sanitaires. Donc, entre mai et novembre 2020, nous avons pu travailler avec plus de 15 000 adolescents et les fournir avec des informations sur la planification familiale. Merci. Et maintenant, nous allons parler de l'engagement du secteur privé en Inde. Tout cela sera présenté par Vidikai, qui travaille sur le projet de l'entreprise sociale en Inde. Bonjour, je m'appelle Vidi de PSI et je suis là pour vous parler de nos initiatives numériques en Inde. Nous avons lancé ces initiatives en mi-2020 et tout cela a été accéléré à cause de la COVID. Quelques raisons pour cette accélération de notre révolution numérique étaient des restrictions de déplacement partout dans le pays et la peur de sortir pendant cette période. Il y avait un problème d'accès aux produits et services de la planification familiale. Avant de parler de nos changements, j'aimerais vous parler de la plateforme numérique, un site web qui est central pour créer des connexions avec notre public cible, ainsi que les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook. Between Us, entre nous, est un endroit pour les femmes et les filles d'apprendre plus d'informations sur la santé reproductive, sexuelle et menstruelle. Elles sont fournies avec des conseils d'une façon privée et personnalisée. Ça facilite l'accès aux produits et services. La plateforme fournit aussi un soutien sur abonnement pendant le cycle de le préachat jusqu'à l'adoption et l'utilisation. Le public cible sont des femmes et des filles entre 18 et 34 ans, de SEA 3 à C1, des zones urbaines et rurales des 4 États de UP, Rajasthan, Delhi et Orissa. Nous avons utilisé les réseaux sociaux et d'autres moyens en ligne pour persuader les personnes de chercher plus d'informations sur le sujet. Après, ils sont menés vers un chatbot ou un cyberéducateur ou un site web qui a des articles et des FAQ. La prochaine étape, fournir l'accès aux conseils. Les individus qui parlent avec le chatbot ou le cyberéducateur assurent une intention
une intention pour certains comportements. Après, ils sont référés à une plateforme de conseil vidéo et comme ça, l'individu peut recevoir des e-consultations et des ordonnances électriques d'un médecin. À part cela, nous avons choisi de garder des portefeuilles sur le site web et un réseau de fournisseurs de services. Parlons des impacts de nos campagnes. Dans un mois, en moyenne, nous avons 15 publicités différentes sur plusieurs thèmes. Nous avons arrivé à parler avec un public de plus d'1,2 million d'individus, qui représente 10% du public total dans ces endroits. 40 000 individus se sont engagés avec nous chaque mois avec ces campagnes numériques. Des campagnes numériques ont apporté une croissance continue et plus d'engagement sur ces plateformes en ligne. De nouveaux partenariats et des pharmacies en ligne ont été établis pour réduire les endroits de contact physique. Il y a des preuves que cela devient de plus en plus populaire, ces conversations personnalisées. Nous travaillons pour avoir des conversations qui peuvent répondre aux questions. Nous continuons à formaliser ce cycle pour réduire ou pour augmenter l'utilisation des méthodes contraceptives. L'augmentation d'accès numérique pendant la pandémie nous a aidés à utiliser ce moyen pour parler avec notre public cible et les encourager à adopter les méthodes contraceptives. Merci beaucoup. Merci d'avoir parlé des adaptations numériques. La COVID-19 continue à avoir un impact sur tous les programmes et au fur et à mesure qu'évolue la pandémie, les programmes de PSI ont toujours l'intention de continuer à utiliser les instruments numériques récemment adoptés, en particulier l'utilisation du WhatsApp Life, Love and Health, le processus qui inclut des éléments personnels. Nous allons continuer également d'utiliser WhatsApp et Facebook. Les programmes continueront à utiliser les chatbots et les partenariats avec les pharmacies électroniques et nous continuerons à fournir un soutien aux prestataires, aux pharmacies et aux agents sanitaires communautaires par le biais de ces nouvelles plateformes d'apprentissage électronique. Nous allons continuer la formation virtuelle avec WhatsApp et des suivis dans des secteurs plus faibles où il y a une plus faible connexion de l'Internet. Et puis, nous regardons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas au niveau des adaptations numériques et PSI essaie de trouver de nouvelles opportunités pour mieux mesurer l'impact de ces adaptations numériques au-delà des descriptions qualitatives et des indicateurs performance clés. Nous souhaitons remercier du fond du cœur les équipes des programmes A360, DECIP et SI India pour leur enthousiasme et leurs efforts pour documenter et partager les adaptations des programmes dans le contexte de la COVID-19. Je vous remercie infiniment de votre aimable attention. Merci à tous nos participants de ces présentations extrêmement intéressantes. Il est fascinant de voir la manière dont les différents groupes se servent de l'innovation numérique et voient comment projeter l'avenir. Merci à tous qui ont soumis des questions. Veuillez continuer à poser vos questions dans la fenêtre de chat, ce qui va nous aider dans notre discussion. Je vais maintenant donner le micro à Trinity Zan, qui est le co-responsable et directeur associé de FSI 360 dans ce secteur. Trinity, à vous. Merci Megan, merci à tous nos excellents présentateurs. Nous sommes ravis qu'ils aient pu préenregistrer, réduire autant que se faire se peut les problèmes numériques, il y en a toujours un petit peu, mais qui sont aussi avec nous aujourd'hui, qui sont donc disponibles pour répondre aux questions. Mais avant cela, j'aimerais, moi, poser quelques autres questions de sondage pour tous nos participants.
Vous les voyez à l'écran en anglais et en français et nous vous demandons d'y répondre au fur et à mesure que vous allez voir apparaître la fenêtre de sondage. Tout d'abord, quels ont été les plus grands défis à relever pour utiliser la technologie numérique pendant la pandémie? Choisissez tout ce qui s'applique. Et il va vous falloir faire défiler le sondage parce que tout est dans un seul écran. Donc, il faut que vous fassiez défiler l'écran jusqu'en bas. La deuxième question est: quelles sont les catégories d'adaptation numérique qui, selon vous, continueront à être utilisées après la pandémie? Certains de nos orateurs ont parlé de celles qu'ils continueront à utiliser. Nous aimerions avoir vos opinions. Et la dernière question, pour ceux qui mettent en œuvre des adaptations numériques, êtes-vous ou allez-vous collecter des données pour déterminer ces aspects? Efficacité, coût, portée, autre chose, ce qui concerne également certaines des questions que nous espérons évoquer lors de notre discussion. Je vois qu'un grand nombre de personnes sont en train de répondre quant aux défis rencontrés. Bien sûr, le problème de la largeur de bande limitée, les délais requis pour former les gens à utiliser ces technologies, qui n'est pas à négliger. Quant à ce qu'on va continuer à utiliser, je vois beaucoup de réflexions positives et enthousiasme en faveur de l'information transmise directement aux clients, mais aussi la prise de rendez-vous et la télémédecine. Nous avons entendu beaucoup parler de la télémédecine aujourd'hui et des informations directement transmises aux clients. Et pour le type de données que vous allez collecter, il semble qu'un grand nombre de personnes collectent des informations sur l'efficacité. Je trouve ça très intéressant et si c'est ce que vous voulez faire, nous vous serions reconnaissants de l'indiquer dans le chat pour vous donner la parole, mais aussi la question des coûts et de la portée, ce qui est important pour le travail fondé sur les éléments probants sur lesquels nous nous fondons dans ce contexte. Nous allons maintenant enlever ce sondage et je vais tout d'abord vous poser certaines des questions qui sont arrivées par la fenêtre de chat. Et pendant ce temps-là, si vous avez des questions que vous souhaitez poser, je vous encourage à les poser directement au client en utilisant la fonction lever la main, la petite main qui se trouve en bas de l'écran. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de répondre à toutes ces questions, mais je voulais poser une première question qui me paraît particulièrement intéressante de Christine Roth. Tout d'abord, j'aimerais demander aux intervenants s'il leur est possible d'allumer leurs vidéos pour que nous puissions les voir. De Christine, a-t-il été possible de faciliter et d'organiser davantage de rendez-vous et de transmission de services au-delà des frontières grâce aux technologies numériques, ce qui peut exiger de contourner certaines politiques restrictives dans certains contextes? J'aimerais savoir si certains des présentateurs de PSI ou de Wish peuvent répondre à cette question. Est-ce que vous avez vu ces technologies être utilisées de manière transfrontière? Et allumez votre micro quand vous êtes prêt à répondre. Peut-être que la réponse est non. Dites-le nous également. Voilà, Christine, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment qui n'était pas vraiment produit. Une autre question qui nous vient de Priya. Je me demande pour MSI, PSI et les membres de l'IPPF, comment étaient les données que vous recueillez dans vos consultations à distance et les services que vous fournissez à distance grâce à ces technologies. Comment est-ce que cela est intégré dans les systèmes traditionnels de DHIS2, par exemple? Quels sont les défis auxquels éventuellement vous vous heurtez au niveau de cette intégration pour les consultations de télémédecine ou télésanté dans les pays où vous travaillez? Est-ce que nous avons quelqu'un de PSI qui pourrait répondre ou Rachel, peut-être pourrais-je vous inviter à répondre la première? Milly, allez-y, Milly. C'est une question très intéressante. Je crois que c'est un grand défi pour un grand nombre d'interventions de nature numérique pour ce qui est de la COVID-19
les données que nous recueillons se heurtent à des problèmes de distribution. Mais il est un peu plus facile de réintégrer cela dans le système de MSIS et comment assurer la distribution aux utilisateurs finaux. Mais pour atteindre l'information, ce n'est pas toujours facile pour l'utilisateur selon le programme qui est à votre disposition. Ce n'est pas facile, je le répète, c'est plus facile au niveau des services parce qu'il y a des produits qui arrivent jusqu'au prestataire ou à l'agent de santé communautaire qui a accès au formulaire du ministère de la Santé. Et je voulais aussi répondre à la première question qui a été posée, à savoir est-ce que ces interventions numériques ont joué un rôle de manière transfrontière. Personnellement, je pense qu'il est tout à fait possible que cela se fasse, notamment par le biais de Facebook, mais nous ne suivons pas forcément les données concernant la portée au-delà des populations que nous avions à l'origine ciblées. Donc, c'est une question très intéressante qui mérite d'être étudiée de plus près pour voir s'il y a effectivement une plus vaste portée. Merci. Merci, Milly. Rachel, vouliez-vous ajouter quelque chose? Écoutez, non, pas vraiment sur cette question en particulier, mais j'aimerais répondre sur une autre question qui apparaît dans la fenêtre de chat et qui me semble très intéressante et qui concerne la protection de la télémédecine, comment nous gérons les cas éventuels qui peuvent se poser. Les directives de télémédecine fournies sont censées fonctionner de manière similaire à celle que nous faisions en personne. Ce qui change lorsque l'on travaille à distance, c'est au niveau de la protection, il faut nous assurer que les clients sont seuls pendant la consultation et si nous n'en sommes pas certains, à tout moment, offrir aux clients la possibilité de venir pour une intervention en face à face pour éviter qu'il y ait la moindre coercition. Et dans les informations que nous fournissons, nous voulons nous assurer que les clientes surveillent leurs propres symptômes pour voir ce qui est normal, ce qui ne l'est pas. Et c'est vraiment là que les contacts jouent un rôle important. Nous voulons nous assurer que ceci est promu à tous les stades de la télémédecine. Nous avons un système de directives concernant la gestion des cas d'urgence. Nous avons un système de triage, un système d'aiguillage vers les urgences. À l'heure actuelle, nous créons ce système pour permettre les aiguillages à l'extérieur du réseau actuel parce que nous ne pouvons pas nous fournir ces services directement. Donc, nous créons ce partenariat pour ce faire. Merci. Je vois une question très intéressante qui nous vient de Moussa Moussa. En tout cas, c'est comme cela que vous apparaissez. Moussa Moussa, pourriez-vous allumer votre micro et poser votre question si vous en êtes d'accord? Je crois que nous avons peut-être un petit problème technique, mais c'est une question très intéressante pour n'importe lequel des membres de notre panel. C'est une de ces peut-être de ces conséquences inattendues ou qui auraient peut-être pu être prévues au niveau du centre d'appel, mais aussi la possibilité de poser des questions qui auparavant étaient peut-être tabous, qu'il s'agit de la libido, qu'il s'agisse de la menstruation et autres. La question particulière était de savoir si le programme envisage de rendre les femmes plus à l'aise, de mettre les femmes plus à l'aise pour leur permettre de soulever ce genre de questions pendant les discussions face à face. J'aimerais savoir si les membres du panel ont des idées sur la manière d'appliquer les enseignements tirés de ce monde numérique au monde non numérique lorsque nous y retournerons. Je ne sais pas si le docteur Katira est toujours en ligne. Si elle est avec nous, je vais lui demander si elle veut bien répondre, mais sinon, toute autre personne qui serait prête à parler de cela serait le bienvenu. Merci.
Bon, j'aimerais répondre avec quelque chose que nous faisons. Nous avons récemment lancé un programme pour parler de toute une gamme de sujets. Ce ne sont pas seulement les services de base, mais aussi des questions par rapport à arrêter l'utilisation des préservatifs avec un partenaire sexuel. Ce sont des questions qui ne sont pas toujours abordées pendant une consultation physique, quand on dit, bon, voilà la méthode contraceptive dont j'ai besoin, mais aussi des questions que nous voyons avec les réseaux sociaux ou avec les contacts virtuels. Nous essayons de créer de contenu par rapport à ces informations et nous essayons de publier quelque chose sur notre site web pour encourager des conversations, pour parler de tous les sujets qu'on peut aborder pendant des consultations. Nous essayons de tout intégrer dans nos conversations avec nos clients. Nous avons encouragé nos agents de santé pour travailler pour parler avec les clients sur des autres sujets. C'est très bien. Quelqu'un de PSI, aimerait-vous répondre à cette question? Bonjour, c'est Vidi de l'Inde. Nous essayons vraiment, avec les conversations numériques, d'aborder des sujets qui peuvent embarrasser des personnes. Nous essayons de mettre les personnes plus à l'aise pour parler de ces sujets. Quand nous avons des conversations entre un cyberéducateur et une personne, nous essayons de parler des autres sujets, des sujets qui peut faire que les personnes ont honte de parler de quelque chose. Nous essayons de libérer ces conversations. Nous espérons qu'une fois que les personnes commencent à se sentir à l'aise pour parler de ces sujets en mode virtuel, ils peuvent commencer à avoir ces conversations en présentiel aussi. Merci. Je vois qu'il y a eu des questions par rapport à la confidentialité et la vie privée et comment assurer la confidentialité avec l'utilisation des plateformes numériques. En particulier, j'ai vu une question de la part de Martha Brady qui voulait savoir comment assurer la confidentialité et la protection des données avec la capacité de suivre et de soutenir les clients sur le long terme. Ce n'est pas tout simplement un besoin immédiat, mais pour avoir une relation sur le long terme. J'aimerais demander à nos panélistes comment capter les informations sur des clients qui arrivent pour des consultations en télémédecine ou les services de conseil psychologique à distance. Est-ce que vous gardez ces informations pour continuer à suivre et soutenir ces clients ou est-ce que les questions de confidentialité empêchent cette collecte des données? Je peux peut-être ajouter quelque chose. Nous avons quelques questions que nous posons aux clients qui utilisent notre centre d'appel. Nous avons vu qu'il y avait une certaine valeur à garder les informations, mais nous essayons toujours d'être sur qui est la propriétaire du portable. Quand est-ce qu'on peut appeler le client? Nous allons aussi regarder sur le site web, nous avons des questions, par exemple, est-ce que nous pouvons vous appeler? Est-ce que ce serait mieux d'utiliser les SMS? C'est important d'avoir non seulement des données sur les soins, mais aussi sur quelles sont les meilleures façons d'entrer en contact avec ces clients pour assurer que nous avons précisé l'utilisation des méthodes de contact. J'aimerais ajouter quelque chose. À PSI, nous savons que quand nous utilisons les plateformes numériques, c'est très difficile d'assurer la confidentialité. Nous avons travaillé avec certaines plateformes qui ont des normes et nous avons suivi les directives sur la communication avec les clientes et les conversations que nous avons avec les clients. Nous posons aussi des questions par rapport
aux préférences des clients. Par exemple, est-ce que nous pouvons les contacter à n'importe quelle heure? Est-ce qu'ils ont des heures où ils préfèrent être contactés? Avant l'utilisation d'un outil numérique, nous avons une équipe qui examine l'outil, qui essaie d'évaluer la mise en œuvre d'une campagne numérique. Quels seront les messages que nous allons publier? Et nous essayons de regarder les indicateurs que nous avons mis en œuvre pour savoir si une plateforme respecte nos normes dans ces domaines. Merci, Émilie. Vidi, aimerez-vous ajouter quelque chose? D'accord. J'aimerais poser une question. Je pense qu'il y a beaucoup de commentaires dans la boîte chat qui répondent à cette question. J'aimerais savoir de la part de nos panélistes si les données que vous collectez, les expériences que vous documentez ou même les expériences que vous faites maintenant, communiquez-vous toutes ces informations à vos homologues gouvernementaux pour influencer la politique? Nous avons commencé la présentation avec les informations de l'OMS sur leurs directives par rapport aux technologies numériques et où nous avons toujours besoin de plus de données probantes. Pouvez-vous tous parler de vos idées sur l'utilisation de ces nouvelles technologies numériques et aussi les effets, les résultats que vous voyez et avec vos homologues gouvernementaux pour les encourager à prendre de nouvelles décisions par rapport aux politiques et directives pour l'utilisation des technologies numériques à l'extérieur de situations de pandémie. Milly, pouvez-vous commencer? Merci, Trinity. J'aimerais laisser l'occasion à Vidi, Bill et Joy de répondre avec leurs expériences des pays où ils travaillent avant de parler de l'image en grande pour PSI. Billy, Joy, Vidi, merci à toute l'équipe de PSI et merci aussi aux pénalistes. C'était bien de participer au processus de planification. Nous avons notre programme d'apprentissage. Nous avons établi un programme d'apprentissage pour l'organisation. Nous avons regardé comment nous pouvons mobiliser les jeunes pour encourager plus d'informations de la PFSR, surtout dans le contexte de COVID-19. Nous travaillons dans certains pays et nous essayons de partager ces informations. Nous avons des groupes de travail technique à DECIP. Nous sommes ravis de travailler avec Ranka et TWG qui travaillent sur le terrain. Nous partageons avec eux les informations pour orienter nos programmes. Quelque chose d'intéressant, l'évolution des organisations pendant la pandémie. Et nous avons modifié nos approches pour parler avec les jeunes sur la santé reproductive et sexuelle. Nous avons mobilisé les jeunes sur le terrain. Nous avons aussi vu que les jeunes sont arrivés sur les plateformes numériques. Cela voulait dire que les comtés, comme les comtés au Kenya, se sont investis dans les plateformes numériques. Et maintenant que nous pouvons utiliser ces plateformes, nous avons élargi notre rayonnement. Nous avons aussi développé une ligne verte pour que les jeunes puissent appeler sans frais. En moyenne, il y a 30 appels par jour. Je pense que c'est ce qui arrive maintenant. Il y a souvent des questions par rapport aux questions menstruelles et questions sexuelles. Ceci est très bien pour nous parce que nous avons pu encourager les comtés de changer d'orientation et avec cela, nous avons pu toucher plus de groupes des jeunes. Les jeunes puissent se
rassembler et ils peuvent le faire sur plateforme numérique. Les jeunes se connectent plus avec ce système. Nous les avons encouragés de former des groupes et comme ça, ils peuvent se rassembler pour tout gérer. Oui, cela a été très utile. Merci. Merci, Bill. Je pense que c'est un très bon exemple. Le programme A360 est aussi un programme qui intègre bien ces systèmes et qui intègre toutes ces informations qui envoie toutes ces informations au gouvernement. Il travaille de près avec le gouvernement. Je pense que Joy, elle n'a pas pu partager beaucoup d'informations sur ce sujet, mais c'est un projet très intéressant qui comprend des innovations numériques et des systèmes numériques. Oui, merci, Milly. Bonjour à toutes et à tous. Pour ajouter quelque chose, nous travaillons avec les gouvernements des États où nous avons mis en œuvre nos programmes. C'est une approche ascendante pour intégrer les programmes, le programme d'A360, y compris les solutions numériques et la prestation des services, ainsi que la création de la demande. Ce que nous faisons avec le gouvernement est que nous partageons les informations pour mieux déterminer les besoins. Après, le gouvernement peut intégrer nos solutions dans la politique. Nous avons eu une réponse positive dans 5 États. Ils ont identifié les éléments des programmes, y compris les solutions numériques. Ils sont prêts à intégrer ces programmes dans leur système. Un problème, c'est les propriétaires des portables, surtout en zone rurale, et même les problèmes d'accès à l'Internet. Voilà les grands défis auxquels nous faisons face, auxquels font face les jeunes dans des zones rurales. Merci. Merci. Rachel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, nous parlons de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements. Oui, avec notre programme au Royaume-Uni, pendant la COVID, il y avait des restrictions des déplacements. Nous avons travaillé avec le gouvernement pour changer la législation sur les pilules pour l'avortement. Nous avons dit qu'on peut les prendre à la maison. Nous avons pu démontrer les résultats positifs par rapport à la sécurité, l'efficacité et aussi de l'expérience des clients. Nous avons démontré qu'il y avait une demande, qu'il y avait des expériences positives et nous fournissons des rétroactions au gouvernement. Nous essayons d'influencer le gouvernement pour assurer que ce changement reste permanent. Nous ne voulons pas qu'on rétablisse les restrictions. Voilà un exemple de comment nous travaillons avec le gouvernement. Quelques pays avec lesquels nous travaillons en Afrique et en Asie, on a travaillé avec nos homologues au gouvernement et au ministère de Santé. Nous fournissons souvent les directives et le soutien pour améliorer la qualité des données. Et nos expériences pendant la pandémie vont continuer à améliorer cette collaboration. Merci Rachel, ce sont de très bons exemples. Et aussi, merci pour les exemples de nos collègues du PSI. Nous arrivons à la fin. Et j'aimerais remercier tous nos panélistes aujourd'hui et aussi à tous nos participants pour ces questions formidables. C'était une conversation active. J'aimerais encourager à chaque personne pour parler des données probantes et nos expériences pour influencer la politique. Il faut avoir des conversations avec nos homologues gouvernementaux et aussi pour répondre à cet appel pour créer plus de données.
Nous aimerions vraiment que vous partagez vos expériences, vos données. Vous pouvez tout mettre dans l'atlas de santé numérique. Si vous êtes connecté à l'initiative pour les pratiques de haut impact, il y a toujours des appels pour de nouvelles données qui sont liées à la santé numérique. Nous vous encourageons à partager ces informations là-bas, de les partager avec le réseau IBP. Je pense que nous voulons vraiment saisir cette occasion de l'utilisation du numérique, mais il ne faut pas perdre les expériences concrètes ni les données concrètes, parce que sinon, il y a quelques années, nous allons dire, bon, c'était une très belle expérience, mais on ne va pas croire ce que nous avons fait. Alors, il faut tout documenter, il faut documenter les mesures, les expériences, et il faut les communiquer aussi. Ceci dit, merci à vous tous et passez une très belle journée. Merci. Thank you. Bye, everyone. Thank you. Thank you, everyone.